Je vous propose une vidéo, une longue vidéo, je vais faire une seule et unique vidéo pour vous proposer l'intégralité de la correction sur le siècle des prolétaires, c'est-à-dire des ouvriers et de leurs familles. On avait vu que le 19e siècle, c'est le siècle de l'émergence de la bourgeoisie. C'est à la fois le siècle de la bourgeoisie et le siècle du prolétariat, car si la bourgeoisie est dominante, le nombre d'ouvriers va exploser. Ils vont petit à petit, au fur et à mesure de ce siècle, constituer une nouvelle classe, un nouveau groupe dans la société, extrêmement nombreux, qui deviendra même le siècle suivant, au XXe siècle, le groupe majoritaire, avant de décliner sur la fin du XXe siècle, mais c'est hors de notre période. Je vous invitais donc à travailler sur cette fiche d'activité, le mode de vie ouvrier au XIXe siècle, et sur un premier document, le document 1, que vous voyez ici, qui est un document plutôt inédit en histoire. On a l'habitude de travailler sur ce genre de document en géographie, c'est une photographie. Pourquoi je vous dis qu'il est inédit en histoire? Eh bien, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais depuis la sixième, tous les documents iconographiques, les images sur lesquelles vous travaillez, sont en réalité des dessins, des peintures, et il n'y a pas de photographie, puisque la photographie n'existe pas avant le 19e siècle. Elle va petit à petit se développer, on a déjà vu certaines photographies pour la ville de Manchester, et elle va devenir aujourd'hui la première source d'images et supplanter en fait les représentations, les peintures, les dessins, les gravures et toute forme d'outils qui permettaient de montrer l'image d'une époque. Aujourd'hui, on est même à l'ère de la photographie de masse, où l'on croule sous les images, et on voit que ces premières photographies, de manière curieuse, notamment ces premières photographies colorisées, ont un air qui est finalement assez proche des gravures, des peintures, puisque la précision de l'objectif ne permettait pas d'avoir la netteté qu'on connaît aujourd'hui. Elles étaient en général en noir et blanc, celle-ci a dû être colorisée, et il fallait poser pendant très longtemps pour pouvoir obtenir une image fixe, car le système, la technique de focale, de prise de l'image et d'absorption de la lumière était extrêmement faible. Il fallait donc rester de nombreuses minutes, voire parfois des heures à poser pour pouvoir avoir un rendu par la suite. Vous voyez, les techniques de photographie ont extrêmement évolué, et il est important de savoir quelles étaient ces techniques pour pouvoir s'intéresser à l'objet. Et notamment, cette photographie, si on connaît la technique photographique, eh bien on peut se douter que cette photographie est en réalité une photographie sociologique, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de faire une scène, une photo de famille comme on pourrait prendre une photographie un soir de fête, de Noël ou de l'Aïd ou du jour de l'an, mais non, c'est bien une photographie qui vise à montrer dans quelles conditions vivent les ouvriers et leurs familles. On va donc leur demander de poser, et on voit extrêmement bien l'état et la vétusté du logement. En fait, ce qui est plus intéressant dans cette photographie, c'est presque pas ce qu'on voit, mais plutôt ce qu'on voit pas. Qu'est-ce qu'on ne voit pas dans leur logement, qu'on pourrait voir apparaître aujourd'hui? Eh bien, en réalité, on ne voit pas les autres pièces, car il n'y a pas d'autres pièces. Cette famille vit dans un logement, ils sont 5, dans la même pièce, il n'y a pas de salle de bain, il n'y a pas de cuisine, enfin une petite cuisine, il n'y a pas de toilette, et donc on partage en général des toilettes communes sur le palier, ou alors même à l'extérieur de l'immeuble, on se lave avec une bassine au lavabo, car il n'y a pas encore le raccordement de tous les logements au système d'eau, ce qu'on appelle le tout à l'égout. On peut voir également que la taille de l'appartement est extrêmement sommaire. On peut voir qu'il n'y a qu'un lit, ça veut dire qu'une partie de la famille doit dormir par terre, tandis que l'autre partie doit dormir serrée. Et ça nous montre les conditions absolument terribles dans lesquelles vivent les familles ouvrières du 19e siècle en Europe. Cette Europe qui domine le monde, qui est le continent le plus riche, on le verra dans le continent après, est en réalité, quand on regarde la condition ouvrière,
le continent le plus inégalitaire à cette période. On peut donc noter que sur cette photographie d'une famille ouvrière à Berlin en 1903, on peut voir que les conditions de logement sont difficiles. C'est sans doute l'unique pièce du logement de cette famille de 5 personnes qui fait office de cuisine, de pièce à vivre et de chambre à coucher. La pièce est petite, elle est vétuste, elle est sale et elle est sommairement meublée. Enfin, il n'y a ni toilette ni salle de bain. Je vous invite à recopier cette correction et à mettre en pause puisque vous avez vu que j'ai été vite avant de vous intéresser à la correction de la question suivante que je vais enchaîner directement. Le document 2 est un règlement au sens de règlement de l'intérieur, comme il y en a un au collège, le règlement des usines Schneider de la ville du Creusot en 1900. On est donc au début du XXe siècle, à la fin du XIXe, et vous remarquerez que la plupart des documents, en réalité, pour notre XIXe siècle, sont datés de l'extrême fin du XIXe. Pourquoi est-ce qu'ils sont datés de l'extrême fin du XIXe? Puisque mon objectif est de vous donner un aperçu de la condition ouvrière à la fin de ce siècle. L'article 5 dit que le mode de fixation des salaires est établi par M. Schneider et compagnie. S'agissant des usines Schneider, il s'agit donc bien du propriétaire de l'usine, le patron. L'ouvrier doit respect et obéissance à ses chefs, selon l'article 14. L'article 17 indique qu'il est défendu aux ouvriers dans l'usine de lire des imprimés, des journaux et autres publications, de former des groupes, de chanter et de se livrer à des manifestations quelconques. J'y reviendrai. L'article 20, enfin, nous dit que les infractions au règlement intérieur que je viens qu'on vient de lire, énumérées ci-après, peuvent entraîner le renvoi. Les absences non motivées, répétées ou prolongées, l'insubordination, le manque de respect, la mauvaise volonté ou la négligence dans l'exécution du travail, l'abandon de son poste, les insultes et les menaces entre ouvriers, l'état d'ivresse, c'est-à-dire d'ébriété, le fait d'avoir bu de l'alcool à l'atelier, le vol ou la préjudice envers un autre ouvrier de l'usine, la dégradation volontaire, c'est-à-dire la destruction des machines, toute manœuvre tendant à fausser le rendement du travail, ou enfin la communication d'un secret de fabrication sans forme de procès. La simple suspicion peut engendrer le renvoi, car il n'est rien mentionné sur les droits des ouvriers. Et c'est bien la première chose qu'il est intéressant de regarder dans ces articles. Je vous ai fait un condensé, mais en réalité, si on avait pris l'intégralité des articles, ça aurait été la même histoire. Il n'y a pas une ligne qui parle du droit des ouvriers, simplement le devoir des ouvriers. On peut donc noter que les conditions de travail sont très difficiles et que le règlement est drastique. Le salaire est fixé par le patron, l'ouvrier n'a ni droit ni liberté. Il est soumis à une discipline très stricte. Enfin, revenons sur l'article 17. Il est défendu aux ouvriers de lire des imprimés, des journaux et d'autres publications. Pour comprendre pourquoi il est interdit de lire les journaux et les imprimés, il faut s'intéresser à la suite. Il est interdit de former des groupes. En réalité, que redoute l'entreprise Schneider? Eh bien, si les ouvriers commencent à lire et à former des groupes, ils pourraient très rapidement décider de s'organiser, pour notamment réclamer des droits ou des augmentations de salaire. Ils pourraient chanter pour organiser une manifestation. C'est donc le simple fait de lire qui va provoquer potentiellement leur renvoi. On voit que le savoir est vu comme une source d'inquiétude. L'ouvrier ne doit pas être instruit, car un ouvrier qui n'est pas instruit, c'est un ouvrier qu'on peut plus facilement manipuler, c'est un ouvrier qu'on peut payer moins cher. On a donc cette idée qu'il n'a pas droit de lire pour être sûr qu'il ne puisse pas s'organiser avec d'autres ouvriers afin de demander des droits ou une augmentation de salaire. Intéressons-nous d'ailleurs à ces droits et ces augmentations de salaire. Vous avez ici le document 3 qui est une affiche du syndicat, la CGT, la Confédération Générale du Travail. Ce syndicat existe toujours aujourd'hui, il reste un syndicat qui possède de très grand nombre d'adhérents,
Mais pour comprendre ce que c'est que cette affiche, il faut donc se rappeler ce que c'est qu'un syndicat. Qu'est-ce que c'est qu'un syndicat? Un syndicat est une association qui défend les revendications, les demandes des travailleurs. En réalité, un syndicat, c'est ni plus ni moins qu'un groupe de travailleurs qui a décidé de se réunir entre eux pour défendre leurs intérêts communs. Comment font-ils pour défendre leurs intérêts communs? En général, leur première arme, c'est la grève, l'arrêt volontaire du travail en signe de protestation. On voit que cette affiche a d'ailleurs été publiée le 1er mai 1906. Or, le 1er mai 1906, vous devez vous en souvenir, je vous avais publié une vidéo sur l'histoire du 1er mai, c'est la fête, non pas du travail, mais en réalité, la fête des droits des travailleurs. Eh bien, ce 1er mai, une manifestation est organisée, c'est un jour de grève générale, il n'est pas encore férié, une manifestation est organisée, et chaque 1er mai, en général, les différents syndicats se retrouvent pour essayer de donner une thématique, une couleur, une revendication commune. Le 1er mai 1906, à la fin du 19e siècle, au début du 20e en réalité, la CGT réclame la journée de 8 heures sans diminution de salaire. On y reviendra plus tard, intéressons-nous à l'affiche en plus grand. Comment est composée cette affiche? On voit les revendications au milieu, et on voit à gauche une situation qui en réalité est représentée par un dessin qui oppose l'autre situation à droite. À gauche, on voit un patron qui est gros, qui signifie très probablement qu'il ne travaille pas beaucoup, qui est beaucoup plus grand qu'un ouvrier qui est recourbé en signe de soumission, en signe d'obéissance, et on voit la légende suivante, le patron et son ouvrier non syndiqué, c'est-à-dire qui n'appartient pas à un syndicat, à un groupe de travailleurs. À droite, on voit que la composition est inversée. On voit un ouvrier qui lui est grand, musclé, qui signifie très probablement qu'il est un bon travailleur. On le voit avec un marteau, une enclume, qui correspond au travail d'un métallurgiste, et on voit son patron tout petit qui, désormais, est lui courbé en signe d'obéissance. La légende est la suivante, l'ouvrier syndiqué et son patron. On peut donc voir que selon la CGT, lorsqu'un ouvrier est syndiqué, il domine son patron, tandis que lorsqu'un ouvrier est non syndiqué, il est dominé par son patron. On peut donc noter en correction que, sur cette affiche du syndicat CGT, datée de 1906, on peut voir deux dessins. Sur le dessin de gauche, un patron est représenté grand et gros, dominant un ouvrier minuscule, et recourbé face à lui. La légende indique que les ouvriers de ce patron ne sont pas syndiqués et donc organisés en association pour défendre leurs droits. On peut voir sur le dessin de droite un ouvrier grand et musclé face à un patron petit et soumis. La légende indique que cet ouvrier est syndiqué. L'affiche suggère donc que l'ouvrier syndiqué est plus fort que l'ouvrier non syndiqué. Donc, quelle est cette revendication? Cette revendication, elle est clairement dite en haut ici. Nous voulons la journée de 8 heures sans diminution de salaire. On peut donc supposer fortement que les ouvriers travaillent plus de 8 heures. La journée, en réalité, elle est plus souvent de 10 voire 12 heures au début du XXe siècle. On peut voir en dessous le discours suivant. Travailleurs, si vous désirez profiter des joies de la famille et de la vie, si vous voulez un peu plus de bien-être et de liberté, si là, des longues journées de travail, vous voulez voir diminuer votre joug afin de vous instruire et vous éduquer, si enfin vous êtes d'avis de diminuer le chômage meurtrier auquel vous êtes contraint,
Préparez-vous à mettre en application la journée de 8 heures pour le 1er mai 1906. Souvenez-vous que l'on n'obtient que ce que l'on impose. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. On voit donc que la revendication, le syndicat CGT réclame sur cette affiche une journée de travail de 8 heures sans diminution de salaire. On peut donc supposer que les ouvriers travaillent bien plus. On peut voir que c'est justifié par la CGT, cette diminution du temps de travail, car cela permettrait aux ouvriers de profiter de leur famille, de s'instruire et enfin d'apporter du travail à chacun et donc de lutter contre la misère des ouvriers sans emploi. On le voit très bien dans cette partie, pour eux la diminution du temps de travail, c'est la répartition de la charge de travail entre la masse ouvrière. Un dernier document, un ouvrage d'Alfred Picard, un extrait de l'ouvrage d'Alfred Picard. Un dernier document, un extrait de l'ouvrage d'Alfred Picard, Le bilan d'un siècle, publié en 1906. Alfred Picard est un ingénieur de formation qui va devenir vice-président du Conseil des ministres sous la Troisième République, donc un homme politique. Il nous propose sa vision de la condition ouvrière, c'est-à-dire des conditions de vie des ouvriers en France en 1906. Le travailleur, misérable au commencement du siècle, a vu sa condition matérielle très notablement améliorée. Son budget lui apporte un bien-être modeste, mais jadis inconnu. Les augmentations de salaire varient, à la vérité, avec les professions et suivant les régions. La hausse des salaires journaliers coïncide avec une réduction du nombre d'heures de travail. En 1840, Villermé évaluait à 13 heures par jour la durée de travail effectif, repos déduit. Dès 1900, la moyenne était descendue à 10h30. Le progrès est certain, et pourtant, il doit se poursuivre, car la situation de l'ouvrier n'a pas cessé d'être difficile. Même dans les cas les plus favorables, le salaire moyen est de 100 francs par mois, et combien d'ouvriers sont en dessous de la moyenne? Quant à l'ouvrière, elle se trouve avec 75 francs par mois à Paris, et 50 d'ailleurs, et même moins si elle travaille à domicile. On peut voir que Alfred Picard note du positif et du négatif. Néanmoins, il faudra critiquer son propos, je me propose de le faire en correction. D'abord, pour lui, la condition des ouvriers et des ouvrières s'est améliorée au cours du XIXe siècle. Les salaires ont augmenté, le salaire moyen est de 100 francs pour les hommes, et le temps de travail a diminué, il est passé à 10 heures. En réalité, il faut déjà nuancer ce côté positif. Ce n'est pas si positif que ça, parce que si le salaire moyen a augmenté, en réalité, le coût de la vie a lui aussi augmenté. La concentration des populations dans les villes, l'exode rural, a provoqué une concurrence entre les ouvriers et fait augmenter les prix des loyers et les prix des matières premières. C'est donc des ouvriers qui sont en écrasante majorité, pour pas dire à l'unanimité, sous le seuil de pauvreté, bien que leur salaire ait augmenté. Quant au temps de travail, il est peut-être diminué, passé à 10 heures, mais la réalité, c'est que les conditions de travail se sont empirées. Nous allons travailler dans la prochaine activité sur les penseurs du XIXe siècle. Un penseur nommé Karl Marx explique que pour lui, le travail à l'usine, c'est l'aliénation des travailleurs. Et c'est intéressant, cette notion d'aliénation. On travaille moins de temps, mais en réalité, on travaille en entendant toute la journée le bruit des mécanismes, en reproduisant les mêmes gestes, et bien que la durée ait diminué, on en ressort peut-être dans des conditions bien pires à la fin de la journée qu'un travail qui était finalement peut-être plus long, mais moins destructeur psychologiquement. On peut donc noter que les conditions de travail se sont en revanche dégradées. Enfin, on peut rajouter qu'il constate, Alfred Picard, qu'il subsiste des inégalités entre les régions, les professions et les sexes. Les ouvrières sont en effet bien moins payées que les ouvriers. On peut donc noter en synthèse qu'à l'opposé des bourgeois et des bourgeoises, les ouvriers et les ouvrières sont confrontés à des conditions de travail et de vie difficiles. Leur espérance de vie moyenne au XIXe siècle est en réalité
inférieurs à 40 ans. Ils luttent pour améliorer leur sort et la grève est leur principal moyen d'action. Pour être plus forts face au patron, ils s'organisent en syndicats et obtiennent quelques améliorations.